Madame, Monsieur, bonsoir et merci de la fidélité à ITV en ce 23 avril 2020. Et voici tout de suite la colonne vertébrale du journal. C'est un chiffre dans la tripotée de données qu'on nous balance tous les jours. Le pays ne dispose que de 10 respirateurs artificiels, alors que l'on sait que les formes les plus graves des malades du virus sont placées sous oxygénation. Il faut absolument requinquer le plateau médical, mais des initiatives, heureusement, se font jour et font apparaître une lueur d'espoir. Nous le verrons. Ce n'est pas le moment que le dispensaire se moque de l'hôpital, mais un gros nuage est passé au-dessus de l'hôpital principal qui est une référence et un totem pour chacun d'entre nous. Mais le virus a pu dérouter tout le système de contrôle là-bas et entrer comme dans du beurre à l'hôpital principal. Les cérémonies familiales font partie des victimes collatérales du coronavirus, funérailles, mariages, baptêmes, tout y passe et tout se passe en tout petit comité. On s'intéresse ce soir au baptême que l'on célèbre à présent dans un minimalisme absolu et parfait. Cependant, la vie sera plus forte. Le Ramadan, c'est dans les toutes prochaines heures. C'est un mois de pénitence et de dévotion qui va aussi subir l'impact du virus. Les marchés d'habitude grouillants sont dans l'hébétude et la mélancolie, ni couleur ni saveur. Un record de positivité a été atteint ce jour. Les cas positifs explosent en fonction des tests effectués. La Maison Sénégal n'a pas encore trouvé la meilleure étanchéité face à la bestiole qui rôde encore. Et puis le président nigérian a été désigné par ses pairs chefs d'État de la CEDEAO pour assurer la coordination de la lutte contre la pandémie à l'échelle sous-régionale. Ce n'est pas un cadeau empoisonné, mais il a beaucoup de pain sur la planche. Le développement de toutes ces titrailles dans une nanoseconde. On vous l'a dit, les cérémonies familiales se passent à présent en tout petit comité au Sénégal. Les baptêmes, par exemple, n'occasionnent plus de grosses dépenses ni de grands rassemblements désormais grâce au virus. C'est aussi bien la sobriété que l'humilité heureuse. Cher Hassan Affal et Céléman Diallo dans ce reportage. La naissance et le baptême d'un enfant sont des moments très importants dans la vie d'un couple. Mais en cette période où le coronavirus dicte sa loi avec un lot de restrictions, ces moments de communion et de fête sont maintenant ramenés au strict nécessaire, comme le veut la religion. Les exigences du baptême ne sont pas compliquées. Il faut juste raser la tête du bébé, lui donner un nom et sacrifier une bête. Si vous avez un mouton, tant mieux. La pandémie de coronavirus a ramené tout le monde à la raison. Si la présence des siens est un élément essentiel en ces instants, le père du nouveau-né, lui, ne badine pas en termes d'hygiène chez lui. Ici, seules les personnes indispensables sont présentes. Une personne n'a que sa famille et pour un jour de bonheur, c'est normal d'avoir sa famille autour de soi, surtout pour un baptême. Mais un baptême avec trop de personnes pose des problèmes d'hygiène. Et avec la pandémie qui est en cours, s'il y avait eu du monde ici, la maladie aurait pu se propager et créer des cas communautaires. Une crise qui permet aussi aux parents de faire des économies. Car, avec les restrictions, peu de dépenses suffisent pour organiser la cérémonie. On en a profité pour éviter le gaspillage inutile qui était de mise à chaque fois qu'il y avait une cérémonie de ce genre, avec beaucoup de gens et chacun avec ses exigences. À part le strict minimum et peut-être les dépenses pour le mouton, nous n'avons pas vraiment beaucoup dépensé. Des exigences auxquelles tout le monde est obligé de se soumettre. Et cette grand-mère liste les activités que la situation leur a épargnées.
C'est maintenant qu'on comprend qu'on peut s'en passer. Si ce n'était pas la pandémie, on serait là à faire la fête, à gaspiller de l'argent, à donner de l'argent aux griots, alors qu'actuellement, on a fait une fête sobre et vraiment, je pense que c'est mieux comme ça. En lieu et place des bâches et animations qui accompagnent les baptêmes. Maintenant, les familles se limitent au strict nécessaire pour la célébration de la naissance d'un nouveau-né. Une situation qui fait dire aux parents que finalement la Covid-19 serait un mal pour un bien, mais que l'on espère temporaire, quand bien même il serait utile d'en tirer des leçons à l'avenir. Merci beaucoup, cher Hassan Fall, pour ces insolites. Ça pourrait aussi être le chiffre du jour sur lequel on a parfaitement le droit de revenir. Et ce sont les 10 petits respirateurs artificiels dont dispose notre pays. On vous l'a dit déjà, c'est rikiki et c'est parfaitement insuffisant, même s'il existe par ailleurs une lueur d'espoir. Kessendour et Barassou ont pu réaliser un sujet à ce propos. Des sigles et des formules. Des heures et des heures que les chercheurs de l'école polytechnique de Thiès planchent dessus. Grâce à eux, nos hôpitaux pourraient bientôt sauver de nombreuses vies. En quelques semaines, ils ont mis au point un appareil pouvant éviter l'asphyxie causée par les formes graves de Covid-19. On a prototypé un respirateur artificiel, donc c'est un appareil qui permet d'assister les malades qui sont atteints d'un déficit respiratoire aigu. On a vu qu'il y avait un certain nombre de besoins qui allaient se poser à un moment ou à un autre. Parmi ces besoins, il y a le respirateur artificiel. On essaie de voir c'est quoi un respirateur, comment ça fonctionne. Ensuite, en partant de ça, on essaie de modéliser, de concevoir un appareil qui fait la même chose, donc qui fonctionne comme un respirateur. Et là, on fait ce qu'on appelle la conception, la modélisation. Ensuite, on implémente ce qu'on a conçu et on les imprime en 3D. Puis on complète avec un circuit imprimé électronique pour les faire fonctionner ensemble, quoi. Les chercheurs sont conscients des réalités actuelles. Pour permettre à tous les médecins de bénéficier de cette technologie, ils ont conçu un système très simple qui ne nécessite qu'un smartphone. Tout ça, c'est la machine. On a une tribune dedans, des alimentations et tout ce qui va avec, que je gère avec ma tablette ou bien un téléphone portable. Il y a un tube qui part de la machine et qui va alimenter le malade. Donc en fait, ici, on suppose qu'en fait, le malade est intubé. Donc, une fois allumé, le médecin doit rentrer certains paramètres et vérifier d'autres paramètres. Donc, quand on met OK, on commence les phases d'expiration, inspiration, expiration. Là c'est en train d'inspirer. Et là, ça expire. Donc là, c'est le poumon du patient. C'est le poumon du patient, exactement. Il reçoit l'air comme ça. Un respirateur classique coûte entre 2 500 000 et 10 millions de francs CFA. Celui des enseignants-chercheurs polytechniciens revient, lui, à moins de 100 000 francs. Une économie qui a son importance, surtout en période de crise. Les appareils classiques sont chers pour plein de raisons. Donc déjà au niveau du choix des composants, donc matériels qui sont utilisés, qui peuvent avoir une durée de vie beaucoup plus importante que ce qu'on utiliserait nous dans les appareils d'urgence. Mais aussi au niveau du confort d'utilisation et peut-être d'autres coûts industriels que moi je ne maîtrise pas. Donc l'idée c'est de faire un appareil qui fait exactement ce qu'on attend d'un respirateur, mais en utilisant le moins possible de matériaux chers. Il y a l'aspect sanitaire, mais aussi celui de l'innovation. Certains des étudiants de l'école polytechnique de Thiès se sont greffés au projet. Ils sont donc désormais une dizaine de chercheurs à plancher sur les solutions à apporter à cette crise sans précédent. On se confronte à la réalité parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler sur des projets qui ont cette ampleur-là. Du coup, c'est des nuits de recherche et de tests et tout cela. Du coup, en fait, c'est un plus par rapport à ce que nous faisons en classe. Si le travail effectué est remarquable, force est de constater que la recherche est ralentie par quelques soucis techniques, entre autres l'acheminement de certaines pièces qui est fortement ralenti par la fermeture des frontières et les coupures d'électricité. C'est aussi un sujet irrespirable. Le racisme, la couleur de la peau est due à une concentration de mélanine chez l'être humain, mais c'est ce que semble aussi ignorer le professeur Jean-Paul Mira de l'hôpital Cochin à Paris, qui a théorisé tel un philistin
que l'on essaya donc des études et des tests sur l'Afrique. Et les Africains et des avocats et des ligues africaines ont rapidement déposé plainte contre le malotru. Hassan Diomandiaye est interrogé ici par Malik Tchandoum. On aurait pu penser à une survivance de certains clichés, de certains préjugés qui voudraient faire croire à des civilisations supérieures ou inférieures. Cela se comprend, il y aura forcément certains égarés qui continueraient à véhiculer certains prismes. Mais là, il s'agit de sachants, il s'agit de médecins, de professeurs, donc là, qui vous disent qui préconisent l'Afrique comme terrain de prédilection de vaccins, tests, et qui dit vaccin, test parle forcément de risques. Mais ils disent que aucun drame ne serait de trop pour cette Afrique qui est privée du minimum vital. Cette Afrique n'a rien à perdre, même si cette Afrique devait, de par ce vaccin test, subir des milliers et des milliers de morts. Donc nous pensons qu'à ce niveau, c'est extrêmement grave et que nous avons forcément un devoir de responsabilité que nous devons assumer en portant cette affaire acquis de droit, notamment au niveau du parquet de Paris. Alors, quelles sont les chances justement de voir cette plainte aboutir à des résultats probants pour justement laver l'honneur de l'Afrique? Ils disent que cette Afrique est démunie même du minimum vital. Et ça, nous l'avons repris et nous savons que cela est puni par le droit français. C'est une incrimination préexistante qui dit quiconque aura tenu de tels propos à l'endroit d'un groupe d'individus, d'un peuple ou d'une nation sera puni de telle peine. Et on peut qualifier cela d'injure, de diffamation raciale, de préjugés raciaux, tout ce qu'on veut, cela ressort clairement du droit positif français. Donc nous pensons que cette plainte a toutes les chances d'aboutir. Voilà, on a noté aussi la reconversion de Malik Tchandoum, changement en profondeur également dans nos hôpitaux après la détection de cas positifs à l'hôpital principal de Dakar. Les responsables là-bas ont décidé d'annuler toutes les visites. Les accompagnants des malades doivent maintenant avoir des autorisations. Le mal est fait, mais le pire, c'est de ne rien faire. Reportage Mam Abdougueye Kassé et Mafalfal. Ville, en face de l'hôpital principal. Ce monsieur vient juste de sortir de son rendez-vous. Il est au courant de la mesure décidée par les responsables de cet hôpital. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il ne s'est pas fait accompagner. Bon, la mesure, c'est bien parce que s'il y a une maladie qui est en train de faire, comment on dit, des ravals, donc il faut que les gens restent à la maison. Ça, je suis d'accord avec ça. Sauf les malades. Il faut donner les malades, ils vont venir seuls, mais sans les gens venir ici comme ça, c'est pas normal. Ce monsieur, lui aussi, avait un rendez-vous médical dans cette structure sanitaire. Selon lui, l'interdiction des visites ne fera qu'appuyer la riposte des gens enclenchés contre la pandémie. Je crois que vraiment c'est une mesure que tout le monde attendait, qui est efficace, si je peux m'exprimer ainsi. Et en dehors de cela, je crois que tout le monde devait s'attendre à cela, parce que c'est pour l'intérêt de tout le monde. Si ces mesures restrictives sont adoptées, je crois que ça va tout simplement, en tout cas, augmenter, disons, rendre aussi plus performants et plus efficaces les décisions prises par l'État. Cette dame, elle, est gagnée par la psychose avec la progression de la transmission communautaire dans le pays. Elle approuve à 100% la mesure prise. Moi, je crois que c'est une très bonne mesure. Et ce n'est pas une chose qui est méchante, c'est une très bonne mesure, vu que cette maladie a pris une ampleur dont tout le monde a peur maintenant. Et s'il faut lutter pour que cette maladie puisse disparaître le plus rapidement que possible, donc je crois que toutes les bonnes mesures sont les bonnes. Moi, je crois que c'est une chose pour nous protéger nous-mêmes, se protéger eux-mêmes les médecins qui sont là pour nous tenir compagnie ou nous soigner quand nous sommes malades. Ici, à l'hôpital principal, 2 garçons de salle ont été infectés par le nouveau coronavirus. Cette interdiction des visites et les mesures d'hygiène prises à l'entrée vont davantage préserver les patients, leurs accompagnants et le personnel médical contre le Covid-19.
Un peu partout, donc, c'est la tectonique des plaques, même chez les acteurs et les marchands du marché Ocas à Touba, qui ont bien suivi les consignes qui ont été données de fermer toutes les places d'affaires. C'est un état d'aplatissement général que nos reporters Gorandaklo et Tchernofei ont relevé sur place à Touba en son marché. Marché Ocas de Touba. Difficile de trouver un magasin ouvert. Ici, tout est calme. Le coronavirus est passé par là, d'où la décision prise par l'autorité administrative locale de fermer ce lieu de rendez-vous des Bawal, habitués du marché. Ce marchand ambulant étale son inquiétude. dañ koy tëj ba le 9 ci li ñu wax le 9 boobu ñu ne waat ci digg bi dinañ am ñu may ñu ubbi xawma ñuy jaay ay mbir yi sew sewaan ak yooyu noonu. L'autorité annonce que la fermeture sera provisoire pour certains, mais je pense qu'elle doit prendre ses responsabilités. Je suis un marchand ambulant et c'est anormal de favoriser quelques-uns. Mais tey da ngay xool benn commerçant bu ñu mayoon tey mu ubbi ñu ne xaw ma day jaay lu ñu lekk wala nangam wala yooyu tey su ubbee man mi nga xam damay ambulant gis ko dina am lu ma xaw a influence. Pas très loin, ce vendeur de vaisselle salue la mesure mais plaide pour la réouverture du marché dans les plus brefs délais. Je vends de la vaisselle, j'ai beaucoup de clients et en cette période, notre business marche très bien. Je dois même payer des factures d'ici peu, mais je suis obligé de suivre la mesure. Je ne demande que la réouverture du marché dans les prochains jours. Venu faire ses achats pour développer son petit commerce, cette dame parle des difficultés. C'est une décision pour enrayer la pandémie du coronavirus, mais c'est difficile pour nous. J'étais venu pour passer des commandes car le ramadan est presque arrivé. Comme prévu, les commerçants du marché Ocas de la cité sainte de Touba ont fermé boutique suite à la décision du gouverneur de la région. Et un petit retour à Dakar, à Guédiawaye, dans la banlieue où il y a eu des alertes et des avertissements. Les habitants ont donc vite fait de mettre en place des dispositifs de lave-mains pour assurer l'hygiène et l'asepsie globale des postes avancés de lave-mains. Donc, je l'ai dit, ont été déployés un peu partout là-bas. Mamadou Lamine Fati. De bout en bout des quartiers d'Angloumous Forage, la résilience s'organise. Les populations créent leur système de riposte contre la COVID-19. Ce qui nous a motivés à mettre ce projet en place, c'est que les personnes contaminées ne sont pas très loin de notre quartier. Donc si on ne prend pas nos mesures, nous risquons d'être aussi contaminés. C'est pourquoi on a mis en place ce dispositif permettant aux gens de se laver les mains en entrant ou en sortant de notre quartier. Même les personnes qui habitent notre quartier, quand elles reviennent, elles doivent se laver les mains avant de rejoindre leur maison. Tout ça pour nous protéger. Cette femme habite ce quartier. L'idée de créer un système de lavage des mains pour stopper la transmission communautaire l'enchante. On est vraiment d'accord sur ce dispositif. Ça nous permet de ne pas emporter avec nous des microbes. Cette dame se joint à l'initiative et invite les autres quartiers à en faire de même. Les jeunes de notre quartier se sont très bien organisés et se sont mobilisés pour mettre en place ces lave-mains permettant à toute personne qui entre ou sort de ce quartier de se laver les mains, juste pour nous permettre de se protéger. Filtrer les entrées et les sorties en mettant en place un dispositif de lavage des mains. Les habitants d'Angloumous Forage sont ravis de l'avoir réussi pour lutter contre le coronavirus.
Et puis le monde musulman débute le ramadan dans les toutes prochaines heures, mais cette année, cela se fera avec de multiples contraintes et dans les marchés qui se montrent déjà mélancoliques. C'est la morosité ambiante. Reportage à Tilène ici à Dakar de Ndeye Mariem Gueye ainsi que Seleman Diallo. À quelques heures du début du mois de Ramadan, les marchés de Dakar sont moins animés que d'habitude. Le coronavirus est passé par là. Le marché de Tilène n'échappe pas à la règle. Ici, seules quelques personnes sont venues s'approvisionner en denrées alimentaires. Même si la plupart des clients déplorent la situation actuelle, ils trouvent quand même le moyen de venir au marché. On est des musulmans et des pratiquants. En ce moment, tout le monde... en d'autres moments, d'autres temps, tout le monde serait au marché. Mais avec la maladie, tout le monde est confiné chez elle. Personne ne sort, personne ne fait ses courses. Bon, tout le monde a peur. Moi, alhamdoulilah, j'ai déjà fait mes courses. Si on pouvait vraiment venir et faire nos courses et rentrer vite fait, ce serait mieux. Mais bon, vous savez, tout le monde n'a pas les moyens. On demande juste au bon Dieu que tout se passe bien. Du côté des vendeurs, c'est la désolation totale. Ces derniers n'arrivent plus à faire du profit. C'est vrai qu'avec toutes les restrictions qui sont mises en place avec la pandémie, c'est difficile de voir beaucoup de clients. Beaucoup préfèrent rester chez eux, donc il y a peu d'affluence ici. Toutefois, il faut dire qu'avec la fermeture des frontières aussi et de l'aéroport, quand on préparait le ramadan, il y avait l'ambiance dans le marché, il y avait du poisson, il y avait les produits, mais là, il n'y a rien. Avec la fermeture des frontières, c'est pas facile, mais bon, on essaie de faire avec. Le Sénégal, comme presque tous les pays du monde, traverse une crise sanitaire qui indispose toute la population. Cependant, les Sénégalais comptent prendre leurs dispositions pour passer un bon ramadan. Et on a vu que les marchés sont encore grouillants à Dakar. On ne peut pas y échapper. La foi est aussi un élément de résilience et un bouclier qui aide à surmonter toutes les épreuves et toutes les formes de crise. Invité de notre matinale ici à iRadio, le vice-président du cadre unitaire de l'islam au Sénégal a pris position sur oui ou non faudra-t-il fermer ou rouvrir donc les mosquées en cette veille de Ramadan. On va suivre le sujet qu'a pu réaliser à ce sujet Moustapha Gabar Diop. Si le soutien psychologique fait défaut au Sénégal en cette période de pandémie, Cheikh Maktar Kébé est d'avis que la religion, chrétienne ou musulmane, peut remplir ce vide. Cette possibilité de replier à une force extérieure, invisible, qui a toutes les possibilités et tous les moyens pour surmonter les obstacles, c'est une opportunité qu'on pouvait utiliser pour d'abord aider les Sénégalais à comprendre le phénomène, c'est-à-dire la crise, et à avoir le moral nécessaire pour affronter cette situation qui est une situation tellement difficile. Au moment où plusieurs voix s'élèvent pour réouvrir les mosquées pour le Ramadan, le vice-président du cadre unitaire de l'islam au Sénégal pense que la question doit être résolue sur la base d'évidences scientifiques. Nous demandons à une concertation plus large entre les sensibilités islamiques et l'autorité politique qui doit prendre les décisions nécessaires. Cette concertation si ça doit aboutir d'une manière scientifique à la réouverture des mosquées, ça ne pose pas de problème pour nous. Mais si l'autorité médicale voit que toujours les rassemblements constituent un danger pour le peuple, le Ramadan et les autres mois ont une même égalité pour nous. Rappelons que suite à l'interdiction des rassemblements au Sénégal pour faire face à Covid-19, les mosquées sont fermées depuis le 20 mars.
Et d'après l'ancien ministre Thierno, qui a été invité lui aussi par le matinalier Alassane Samba Diop, le fait de vouloir distribuer des secours alimentaires à certaines couches fragilisées, eh bien cette option ne fait qu'ajouter de la confusion à la confusion. Il lui était mieux, selon lui, de subventionner le prix de certains essentiels. Donc on l'écoute au micro de Moustapha Gabar Diop. Il n'a pas fait de ponce-pilatisme. Le gouvernement rôle régler bien-être de la population. Le rôle premier du gouvernement doit être d'assurer le bien-être de ses citoyens. Avec l'arrivée du coronavirus, l'État a bien fait d'aider les populations en termes de vivre. Nous saluons le geste du président de la République. Cependant, je pense que l'aide pouvait se faire d'une autre manière. L'État aurait dû diminuer les prix des denrées de première nécessité. Comme ça, toutes les bourses auront de quoi manger. Mais avec l'aide alimentaire, on a vu tout ce qui s'est passé comme problème. La transparence, la distribution, ainsi de suite. Donc je pense que l'État devait faire une subvention au lieu de distribuer des vivres. Mais si on prix ñëpp yamale nga donc man subvention la gëm ba pare nga bàyyi nag léegi ministère bi nekk aide alimentaire kon ni di jouer rôle. L'engrenage, vous le savez, c'est une ancienne pièce de Jean-Paul Sartre qui date de 1974, le même titre, peut-être affublé à ce qui se passe et au dernier développement de la pandémie Covid au Sénégal. C'est donc l'engrenage et les derniers chiffres font battre le cœur et modifient en même temps le flux sanguin. On va écouter Aloïse qui en a parlé ce matin. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 387 tests réalisés, 37 sont revenus positifs. Il s'agit de 29 cas contacts suivis par nos services, 8 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit: 5 à Touba, 1 à Mbaké, 1 à Tivaouane et 1 à Thiès. 4 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et donc guéris. Aucun cas grave n'est à ce jour à signaler. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 479 cas ont été déclarés positifs, dont 257 guéris, 6 décédés, 1 évacué et donc 215 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives. Voilà, donc l'actualité internationale est donc à côté de chez nous, chez nos voisins. On avait fini donc de l'oublier, la crise post-électorale en Guinée-Bissau. On s'en souvient aujourd'hui par le seul fait de la CEDEAO qui aura mis énormément de temps à déclarer vainqueur et à reconnaître la victoire de Umaro Sissoko Embalo à l'issue du second tour de l'élection présidentielle qui s'était tenue là-bas le 29 décembre de 2019. Donc 5 mois plus tard, c'est un peu l'éloge de la lenteur à l'africaine. Le président nigérien Mohamed Buhari, élu coordinateur de la riposte contre la pandémie Covid-19 dans l'espace CEDEAO, il a été choisi par ses pairs chefs d'État au terme d'une réunion organisée ce jeudi à grand renfort d'outils numériques. Donc c'était par le biais d'une visioconférence. Il a parfaitement du pain sur la planche face à la ténacité du coronavirus. Et c'est à midi que le soleil commence son couchant. Crise interne au quotidien national. Le soleil
ou la situation ou la section Synpics du journal et le syndicat des travailleurs affiliés à la CNTS-FC ont commis des avocats dans l'optique d'une double plainte contre Yakham Bey, le directeur général. Ce sont des informations fournies par imedia.sn et vous pourrez lire donc sur notre site les détails concernant ces informations. Ce journal est à présent terminé et c'est un fait scientifique. Le soleil contient bien de la vitamine B et il est bien de temps en temps de se prélasser au soleil. C'est la fin de ce journal. Bonsoir.